Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine du dimanche La Totale. Et voici le sommaire. L'excellence primée cette semaine, une nouvelle édition du concours général a sacré les meilleurs élèves du Sénégal en classe de première et de terminale. Dans un contexte de perturbation dans le système éducatif, des soubresauts notés de part et d'autre. Et l'on s'intéresse donc confraternellement à l'évolution de ce concours lancé au début des années 60. Zoom sur le potentiel de la région naturelle de Casamance dans Coin Éco. Ses ressources insoupçonnées, son paysage a coupé le souffle. La région attire le monde entier. Et c'est parti pour une série sur les atouts économiques de chaque région naturelle du Sénégal. Et la Casamance ouvre le bal ce soir. Après le sud, nous irons au nord, à Podor. La problématique de l'état civil a enfin une solution. Un nouveau projet mis en place permet désormais aux populations d'avoir un meilleur accès aux documents. Notre planète est en danger. Une nouvelle alerte a été lancée par le groupe d'experts international sur l'évolution du climat. Un nouveau rapport met l'accent sur les dangers causés par l'homme comme les inondations et c'est à voir avec un expert dans Coin Écolo. Les séries sénégalaises dites interdites, certaines productions peuvent heurter la sensibilité des téléspectateurs en plus de titiller les bonnes mœurs. L'ONG Diamra en première ligne dans la lutte et Bouillon Culture a donné la parole aux producteurs et autres acteurs de l'audiovisuel. Le concours général revient dans Tranche de vie et nous allons revisiter la vie et l'œuvre de professeur Souleymane Niang, parrain de cette édition 2021, un scientifique aux exploits exceptionnels et vous le verrez dans ce magazine. Bienvenue à tous. Le concours général au Sénégal, une longue série, mais les épisodes sont toujours aussi rythmés par l'excellence. Depuis sa création au début des années 60, les meilleurs de leur génération sont distingués devant le président de la République. D'hier à aujourd'hui, les récipiendaires ont toujours en mémoire ces moments qui ont façonné leur vie au concours général quand l'excellence défie le temps, un sujet réalisé par Papa Lunsar. Pendant des décennies, les meilleurs cerveaux de leur génération défilent devant le président de la République. Une cérémonie jalousement gardée dans les mémoires de ceux qui ont été distingués lors de cet événement. Dr Adiba en fait partie, brillant élève, aujourd'hui devenu professeur de philosophie à l'UCAD. Son environnement, c'est le savoir. Kimi, dans une matière qui est maintenant son outil de travail, la philosophie, le philosophe raconte. Il y a une anecdote drôle, c'est le Premier ministre Habib Thiam qui me demande si j'allais faire philo et je lui dis non, je vais faire économie. Et il était interloqué qu'un lauréat en philo lui dise ça. Après, je suis allé faire philo à l'université. Sinon, je garde un très bon souvenir de cette remise de prix parce que c'était la première fois, la deuxième fois, que j'avais un prix important, un prix national, c'était la première fois. C'est le chef de l'État qui remet le prix aux lauréats, c'est toute la République qui récompense des lycéens. Nous étions jeunes, nous avions 20 ans, 18 ans, 16 ans, parfois 17 ans. Donc des gens très jeunes qui voient le chef de l'État parfois pour la première fois, c'est assez important. Recevoir un prix devant ses proches ou parents, tout un privilège, surtout pour celui qui est sorti de l'école publique. Mais aujourd'hui, la donne a changé. On voit également, je pense, le privé qui émerge. De mon temps, tous les lauréats étaient du public. Il faut en pleurer. Il faut pleurer de deux choses. D'une part, que le privé émerge, ça veut dire que les enfants des pauvres, des gens qui ne peuvent pas payer dans le privé, ont moins de chances d'accéder à l'excellence. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que même quand le public émerge, c'est un public très particulier, c'est-à-dire que c'est des écoles d'excellence, c'est le prix militaire, c'est Mariamaba, donc des gens qui sont dans des conditions particulières. Or, le concours général est censé primer les meilleurs du pays. Et donc, ça veut dire que le système éducatif doit être tel que les meilleurs, où qu'ils soient,
soient primés. Un autre professeur qui a l'art de gagner des prix au concours général. J'ai participé 5 fois au concours général et j'avais obtenu 5 prix au total. Deuxième prix en histoire. Premier prix accessite de géographie. Deuxième accessite ex aequo de citoyenneté droits de l'homme. Professeur Mbaye Diallo a même remporté en 2002 le prix spécial du président de la République. 5 participations, 5 prix remportés. Ces distinctions ont permis à ce professeur qui enseigne à l'Université de Lille de se performer personnellement, mais aussi académiquement. D'abord, sur le plan académique, cela m'a permis d'avoir un très bon niveau dans toutes les matières que j'avais préparées. Par exemple, j'ai obtenu le bac, bac L2, avec la mention très bien. Et ensuite, une fois arrivé à la fac, à l'université, j'ai eu le sentiment d'être en avance sur beaucoup de choses. Fierté, honneur, reconnaissance, les qualificatifs ne manquent pas quand on reçoit le prix des mains du président de la République. C'est une grande fierté d'être allé au Palais de la République, de rencontrer le premier magistrat du Sénégal, le président de la République de l'époque, qui était Maître Abdoulaye Wade, de passer à la télé, de voir qu'aussi les parents étaient vraiment fiers de ce parcours-là, des prix obtenus, etc. Je pense que globalement, cela a été une grande source en fait, de motivation pour la suite. D'hier à aujourd'hui, les récipiendaires expriment presque le même sentiment. Le dernier épisode de ce concours général le montre. Les jeunes brillants affichent tous un sourire. C'est un honneur d'avoir un prix. Oui, d'honorer tes parents, d'honorer les amis, d'honorer aussi les professeurs qui n'ont menacé aucun effort pour notre réussite. Voilà, je suis très contente. Vraiment un honneur pour tous les lauréats d'être félicités pour leur dur travail. On est vraiment très contents. Un secret, ce serait juste de travailler toujours et de ne pas se laisser distraire, de se fixer des objectifs et de tout faire pour les atteindre et vraiment tout faire. Créé à l'aube des indépendances, le concours général fait partie de notre histoire. Une cérémonie de distinction qui suscite l'émulation et projette une vitrine dans laquelle les meilleurs élèves au Sénégal s'y reflètent. Merci beaucoup Papa Lunsar pour ce reportage. Alors notre invité ce soir, donc confraternellement Alioune Ndiaye, inspecteur de l'éducation. Bonsoir. Oui, bonsoir Douchka. Vous êtes aussi l'ancien inspecteur d'académie de Kaolack et de Tambacounda, par conséquent un grand acteur de l'éducation. Alors, à quand remonte la date de la création du concours général et dans quel contexte ça a été fait? Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble des téléspectateurs de ITV, de féliciter aussi les lauréats et tous les acteurs qui sont autour de l'éducation nationale. Je pense que depuis les indépendances, nous organisons quand même le concours général. Et il n'y a que ces années de crise où on n'a pas eu à organiser ce concours général. Je peux citer 68, où véritablement il y avait une grève, et l'année blanche aussi de 88. Mais vous savez, l'année dernière, oui, malgré la pandémie, on a toujours organisé quand même ce concours général. C'est un concours qui est très important. Le format d'abord qu'il faudra saluer. Souvent on a des thématiques où véritablement il y a un discours d'usage, où on disserte autour de ces questions-là. Et j'ai constaté que ces dernières années, quand même, c'est devenu un moment de communication pour le président de la République. Souvenez-vous, il y a des années où le système était traversé par des crises, il y avait des cas de tricherie, et il est monté au créneau lors donc, du concours général pour dénoncer cela. Oui. Cette année aussi, on a parlé des violences, de tout ce qui a secoué le système éducatif. Mais je l'ai vu quand même faire une très bonne communication en ce moment-là. Oui, nous allons revenir sur tout cela. Vous avez sans doute été témoin de plusieurs éditions du concours général. Qu'est-ce qui a changé entre-temps, depuis lors? Je pense qu'il y a une amélioration. Et c'est tout à fait normal. Pratiquement depuis 61, on organise le concours général. Moi, j'ai été acteur en tant qu'inspecteur d'académie, chargé de coordonner un petit peu cette activité. Vous savez, c'est sur toute l'étendue du territoire. Souvent, nous recevons donc les cantines, c'est un peu les mâles,
où véritablement on met sous scellé les épreuves, et avec nos bras techniques à l'époque qui étaient des IS, des inspecteurs de spécialité qui sont devenus maintenant des IEPS, qui admettent ces épreuves-là, et après on les fait remonter au niveau central. Mais ce que j'ai constaté et ce qu'il faut corriger, c'est qu'on parle de concours général, qui doit se tenir sur tout l'étendue du territoire, mais il y a des académies même qui n'ont pas cette tradition. C'est vrai que la création de Kaffrine, c'est une académie quand même qui est très jeune, mais c'est l'année dernière que l'inspecteur quand même a eu à présenter cette année 9 candidats, et malheureusement jusqu'à présent ils n'ont pas de lauréat. Donc il faut tout faire pour que véritablement ceux qui sont au niveau de Kédougou, ceux qui sont au niveau de Saraya, ceux qui sont au niveau de Bakel puissent participer véritablement à ce concours. C'est un problème de représentativité. Oui, il y a plusieurs problèmes. Vous savez, il y a des établissements qui avaient cette tradition. Oui. C'était le cas de Lamine Gueye à partir d'un certain moment. Mais maintenant, ce n'est plus Lamine Gueye. Le pôle a migré un peu pour aller vers Limamoulaye. Mais quand même, il y a des établissements qui, de manière très constante, quand même, se distinguent au niveau du concours. C'est le cas de Mariamaba, c'est le cas de l'école prytanée militaire, mais c'est le cas aussi de l'école d'excellence de Diourbel. Et voilà aussi une expérience qu'il faudra généraliser. Aujourd'hui, on parle d'école d'excellence, mais c'est uniquement au niveau de l'académie de Diourbel où on a cette école d'excellence. On doit, au niveau de chaque académie, au moins créer une école d'excellence. Mais il y a des chefs d'établissement qui, de par le leadership, et aussi des équipes pédagogiques qui, de par l'expérience et le leadership aussi, préparent leurs élèves au concours général. Parce que c'est à partir de la première et en terminale. Est-ce que ça aussi, tout ce que vous venez de mentionner, ça ne pose pas le problème des critères de sélection du concours? Oui, les critères, c'est l'excellence. C'est organisé sous la supervision des inspecteurs généraux de l'éducation qui, suivant chaque discipline, il y a quelqu'un qui est là, qui veille. Et il y a une seule année où on a parlé un peu de fuite, mais quand même, c'est très bien organisé, il n'y a pas de fuite. Et puis, il y a des moyens, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas véritablement décrocher ce concours-là. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il faudrait quand même qu'on donne la chance véritablement aux autres. Parce que nous, à l'époque, en 2006 déjà, on était à Kédougou, ou déjà à Fongolembi, et la meilleure fille du Sénégal était de Fongolembi. Et vous voyez que quand même, il y a des intelligences partout. Oui, et il y a quelqu'un qui l'a d'ailleurs souligné dans le reportage de Papa Nussar que nous avons suivi tout à l'heure, qu'il y a une sorte de confrontation entre l'école privée et l'école publique. Ça, c'est un peu les difficultés quand même de notre système. Depuis les indépendances, on n'avait que l'école publique. Mais maintenant, nous avons jeté, nous tous, le district sur l'école publique. Et les résultats aussi ne suivent pas. Pratiquement, les meilleurs au bac ou partout, pratiquement, c'est dans les écoles privées. Ce sont les écoles privées qui tirent les taux des académies, des IEF, souvent. Donc, à ce niveau-là, quand même, il y a un problème. Il faudrait qu'on corrige, sinon on est en train de privatiser véritablement le système éducatif sénégalais. Mais il y a un autre critère qu'il faudra introduire. Vous savez, il y a tout le temps des représentations par rapport à l'éducation des filles. Vous vous souvenez même en France, avec Taubira, qui est véritablement la première à se présenter au bac. On croyait que les filles n'étaient pas douées d'intelligence ou bien ne pouvaient pas exceller dans les disciplines scientifiques. Ça a changé. Mais j'ai remarqué que quand même, de plus en plus, les filles quand même, véritablement, il y a autant de filles dont on parle, intelligentes, sinon plus intelligentes que les garçons. Et se distinguent aussi dans les matières scientifiques. Dans les matières scientifiques, dans toutes les matières. Ça, c'était des représentations. Je pense que les gens ont secoué le cocotier depuis. Maintenant, c'est des stéréotypes qui étaient là. Et quand même, moi, j'ai vu quelque part, ce n'était pas le concours général, mais un collège de proximité où sur les 23 admis, les 17 étaient des filles. Vous voyez, pratiquement, on a réservé 6 places aux garçons. Donc ça aussi, c'est une lecture, c'est un critère qu'il faut introduire. Au-delà de ce critère de public-privé, il faudrait aussi ventiler ces données-là, suivant le genre, voir les garçons et les filles. Mais attention, peut-être on va revenir sur ça, sur véritablement le suivi de tous ces gens-là qu'on sélectionne au niveau du concours général. Mais je dis attention, on a connu le syndrome Diarisso. Et ça, quand même, ça a été un échec patent véritablement de celui qui a voulu manager un peu cette affaire-là. Et à ce niveau-là aussi, même les gens n'étaient pas d'accord. Est-ce que Diarisso était la meilleure fille alors qu'elle a remporté des prix au niveau des disciplines littéraires? Quelqu'un comme le ministre Maritou n'était pas d'accord et aujourd'hui, quand même, l'histoire lui a donné raison.
On y reviendra. On va parler maintenant des performances lors du concours général, des résultats. Est-ce que vous avez l'impression que ces résultats ont été constants sur le temps ou il y a eu des changements par rapport au contexte aussi? C'est toujours des fois une évolution en dents de scie. Ça, c'est le problème de l'évaluation au niveau du Sénégal. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand nous évaluons, soit nous devons avoir une tendance haussière, ou bien une tendance baissière, ou bien une tendance constante. Mais des fois, c'est des évolutions en dents de scie. Il y a des années où il y a de ces prix, on ne peut pas les décerner parce que les élèves n'ont pas eu véritablement la moyenne qu'il fallait pour avoir véritablement le prix. Il y a des années où il n'y avait même pas d'accès, surtout dans les disciplines scientifiques. Mais de plus en plus, quand même, ça change. Moi, je suis quand même, en fait, par rapport à ces années passées, il y a autant de mentions, quand même, c'est à préciser, c'est une très bonne chose. Et souvent, ces gens-là aussi, quand on les amène au niveau des grandes écoles, ils passent. Nous, on a eu à convoyer Soumaï Diallo, à l'époque, c'était à Tambacounda, au niveau de Mam Cheikh Mbaye. Il a été à lui, le grand, et puis il a réussi, et sans tambour ni trompette. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le pays, des cadres, qui ont eu à obtenir véritablement ces récompenses-là, qui ont eu à serrer la main du président de la République. Et ça, c'est une manière véritablement de créer l'émulation au niveau véritablement des élèves. Et il y a des gens, quand ils voient ça, ils se disent, ben, tiens, pourquoi pas moi l'année prochaine. On prime les meilleurs élèves. À côté, il y en a qui se distinguent par leur comportement peu exemplaire, des fraudes sur les épreuves du baccalauréat et du BFM. Vous avez sans doute suivi ces actualités. Alors, est-ce que le système éducatif actuel favorise justement l'excellence? Oui, le système peut favoriser l'excellence. J'ai dit tout de suite que déjà, il y a des initiatives qui sont là. On a créé le lycée d'excellence au niveau de Diourbel. Oui. Mais si véritablement on procède à un maillage sur toute l'étendue du territoire, mais on peut mettre les élèves dans de très bonnes conditions. Mais quelque part, il y a des gens qui... Le revers de la médaille. Oui, il y a des gens qui... Et ça a toujours existé. Souvent aussi, au niveau du BFM comme au niveau du bac, ce sont toujours les candidats libres. L'expérience qu'on a eue à Tambacounda, nous, on avait un centre qu'on appelait Sada Makassi. On n'y mettait que les candidats libres. Mais le candidat libre, il n'est pas comme le candidat officiel. Il n'a peur de rien du tout. Donc souvent, il ne faut pas non plus jeter le discrédit sur les candidats libres. Ils ne sont pas les seuls. Oui, ils ne sont pas les seuls. Mais quand même, ça existe dans le système. Et malheureusement, il n'y a pas eu de sanctions. Mais il faut reconnaître que dans le système, quand même, les gens ont toujours triché. Vous savez, les meilleurs, ils viennent de la Sorbonne. C'est pourquoi maintenant, quand il y a l'évaluation, on change même la couleur des copies qu'on donne. Souvent, pour les intercalaires, c'est des feuilles blanches, ou bien jaunes, ou bien marron, ou bien orange, ou bien vert. Et sur la qualité de l'enseignement, est-ce que c'est toujours la même? Ou ça a aussi changé? Oui, on peut dire que la qualité a baissé, ça se comprend. Parce que si vous prenez l'historique, avec le principe qu'on avait posé depuis Djomsien, renouvelé en 2000, lors des assises de Dakar, pour dire qu'il faut véritablement une égalité des chances. Il faudrait égaliser les chances, il faudrait démocratiser l'accès, il faudrait que tout le monde accède à l'éducation. On a réussi ce pari-là, mais par la suite, on a eu des problèmes avec la qualité. C'est pourquoi quand on a évalué le PDF et qu'on est aujourd'hui dans le paquet, l'entrée, c'est véritablement par l'amélioration de la qualité. Ensuite, maintenant, l'accès et la gouvernance. On a des problèmes avec la qualité, avec l'effet du nombre, véritablement des enseignants qui ne sont pas bien profilés parce qu'ils n'ont pas une très bonne formation. Bon, on évoque un peu les effets pléthoriques, même si les gens ne sont pas d'accord, parce qu'il y a toute une pédagogie pour véritablement les grands groupes. Tout ça, quand même, ça fait qu'on n'a pas encore cette qualité-là. On a quand même véritablement intérêt à tout faire pour améliorer véritablement la qualité. C'est pourquoi déjà, ce second programme, ça s'appelle un peu paquet. Et nous allons très rapidement parler de l'après-concours général. Les études supérieures des lauréats, des meilleurs élèves du Sénégal. Est-ce que vous pensez justement qu'ils ont, ces élèves qui se sont distingués, ont l'encadrement qu'il faut, le suivi qu'il faut? Auparavant, quand même, il n'y avait pas de problème. Ces gens étaient dans les écoles préparatoires et ils réussissaient. Mais quand même, avec l'affaire Diarusso, je pense que nous avons tiré toutes les conséquences et le président a eu à annoncer la création des écoles préparatoires au niveau du Sénégal. C'est vrai qu'avec l'enseignement surtout supérieur, il y a la mobilité.
Ça, ça ne peut pas le nier. Même en Europe, on parle d'Erasmus et tout. Les gens ne peuvent pas rester tout le temps au Sénégal. Il faut qu'il aille véritablement vers ces pôles d'excellence-là. Mais si on crée les pôles d'excellence au Sénégal, mais ils vont rester au niveau du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les conditions sont très difficiles en Europe. Oui. J'ai vu qu'il y a les filles prématurées, entre guillemets, les génies, là, les jumelles qu'on a eu à primer. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ont décliné ces offres-là pour les amener un peu dans les écoles préparatoires en Europe. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes, les normes ne sont pas les mêmes. Ils peuvent véritablement échouer à ce niveau-là. Oui. Merci beaucoup, Alim Ndiaye. Je rappelle que vous êtes inspecteur de l'éducation, ancien inspecteur d'académie de Kaolack et de Tambacounda. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Mais Douchka, c'est moi qui vous remercie. À très vite. Merci. On enchaîne tout de suite avec... Composé des régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, la Casamance est une terre bénie en plus de sa nature époustouflante. Son sol et son sous-sol renferment d'innombrables ressources. La région de Casamance est aussi une richesse culturelle, la deuxième destination touristique du Sénégal, et c'est Mme Abdoulaye Kasset qui nous y emmène. La région naturelle de Casamance, située au sud-ouest du Sénégal, est historiquement composée de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Isolée du reste du pays par la Gambie, elle regorge énormément de potentialités aussi diverses que variées. Rien que la filière de la pêche pèse plus de 25 milliards par an. L'agriculture y prospère. Il y a de l'eau un peu partout. On peut y cultiver toutes les cultures possibles, que ce soit l'agriculture traditionnelle, comme par exemple le riz. On peut également y trouver des ressources halieutiques. La pêche, quand même, est extrêmement importante en Casamance. Si vous prenez, par exemple, il y a 65 000, je crois, tonnes, 65 000 tonnes de pêche provenant de la pêche pour une valeur de pratiquement 25 milliards. La Casamance a une superficie de 29 000 km². Le fleuve qui lui donne son nom irrigue la région sur plus de 300 km et est navigable jusqu'à Ziguinchor, la principale ville. À l'ouest, elle est délimitée par l'océan Atlantique avec 86 km de côte. Un environnement, une nature splendide, verdoyante qui charme et suscite les convoitises. Elle est d'ailleurs la deuxième destination touristique du Sénégal, un secteur qui nourrit plus de 8% de la population active de la région. Ensuite, les ressources forestières qui nous posent problème tous les jours, n'est-ce pas? Et qui est le bois qui est extrait pour la construction et la fabrication des meubles. C'est les meilleurs du Sénégal, mais les meilleurs d'ailleurs d'Afrique de l'Ouest. Il y a ensuite les ressources touristiques qui sont immenses. La Casamance est effectivement la deuxième zone touristique du Sénégal, avec précisément une infrastructure touristique extrêmement importante, qui en réalité est constituée de plus d'une centaine de campements et d'auberges en quelque sorte. Et ensuite, ça nourrit directement ou indirectement 8% de la population active. En dehors de la pêche et du tourisme, l'agriculture avec la noix de cajou, les mangues, les agrumes, l'huile de palme, entre autres, constituent les autres véritables atouts de la région naturelle dont le sous-sol est aussi riche que le sol. Son zircon, par exemple, est prisé de par le monde malgré l'opposition des populations. À Kolda, l'or y est exploité dans la localité de Sabodala, une ressource qui ne profite toutefois pas aux populations dont l'agriculture constitue la principale activité. Pour Sanoussi Diakité, fils de la région, Kolda a tout pour assurer son propre développement. Nous avons ce qu'il faut pour éradiquer la pauvreté. Nous avons le potentiel agricole, nous avons les ressources humaines, nous pouvons mettre en place les compétences qu'il faut pour mieux exploiter ces ressources humaines, créer de la plus-value économique, une activité économique qui transforme la production agricole, donc qui installe ce qu'on appelle la valeur ajoutée à la production agricole.
La région naturelle de Casamance dispose également d'une impressionnante richesse culturelle. Plusieurs ethnies y cohabitent. Diola, Mandeng, Peul, Wolof, Mandjak, Balante, entre autres. Le conflit opposant le mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC, à l'État du Sénégal, qui a duré près de 4 décennies, a durablement ralenti le rythme de développement de la région. D'autres interrogations, Mme Abdougaï-Kassé, la Casamance est-elle toujours verte? Peut-elle retrouver son lustre d'antan? Par quelle voie et les moyens la région pourrait éclore ses atouts et ses potentialités? Nous en parlons ce soir avec Mamadou Ndiaye et son invité. Bonsoir d'abord, Mamadou Ndiaye. Bonsoir, Adama. Et vous recevez Dr Mor Gassama, économiste. Bonsoir. Bonsoir, Adam. Oui, Dr Gassama est un intellectuel donc, qui réfléchit sur ces questions-là et les grosses dynamiques. Je crois qu'aujourd'hui, la Casamance est au cœur justement des dynamiques en ce moment pour une relance de l'économie du pays. La Casamance reste-t-elle toujours verte? Merci Mamadou. En tout cas, si on se réfère donc, sur les réalités du terrain, donc la Casamance qui est vraiment influencée par ce qu'on appelle le climat guinéen, ce qui fait qu'elle reçoit beaucoup une forte pluviométrie par rapport aux régions du centre comme du nord. On peut vraiment effectivement dire que la Casamance reste toujours quand même une région verte. En fait, on pose cette question avec un peu de sourire parce que simplement dans les années précédentes, il y a une décennie déjà, tout ce qui se produisait en Casamance pourrissait faute d'écoulement justement sur le gros marché d'approvisionnement. Mais maintenant, il semble que la région est suffisamment dotée en infrastructures aériennes, terrestres et peut-être même maritimes. C'est bien donc peut-être il y a un début de décloisonnement de la région qui permettrait sans doute à toute cette production maintenant de pouvoir s'écouler plus facilement et faire obtenir justement aux populations de là-bas des revenus accrus, non? Oui, il y a des efforts qui ont été fournis incontestablement. On se souvient encore au mois de janvier 2019, lorsque même le pont de Farefenia a été inauguré par les deux présidents sénégalais et gambiens, ce qui permettait aussi aux populations de gagner un temps colossal. Il y a aussi donc les liaisons maritimes qui ont été renforcées. On voit aussi que même pour la liaison donc aérienne aussi, parce que ce n'est pas du tout loin, ça fait juste 400 km au vol d'oiseau. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une production sur place, avec les différentes possibilités, effectivement, ça commence à vraiment désenclaver donc, la région. Maintenant, il faut aller un peu plus loin, parce qu'une bonne part de cette production devrait pouvoir être transformée sur place, ce qui permet vraiment de pouvoir capter une bonne partie donc, de la valeur pour les populations locales, ce qui va les fixer, renforcer donc améliorer leurs conditions de vie et aussi renforcer davantage la paix. On va parler peut-être des autres atouts, mais arrêtons-nous un instant justement sur la forêt. Le professeur Kassé, dans l'élément donc du jeune Kassé également l'a dit, la forêt représente un atout pour la région de Casamance. Mais je pense que ceci c'est une carte postale. Quand on regarde aujourd'hui, présentement la Casamance, on voit quand même qu'il y a des poches de déforestation qui avancent progressivement. Et ajouté maintenant au changement climatique, on a comme l'impression que la région ne répond plus de son nom d'antan. Il faut peut-être s'interroger sur ce que font les autorités étatiques. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez une forêt de ce genre, il faudrait continuer à l'entretenir, mais aussi à profiter de des privilèges. Parce que si on dit que il y a beaucoup de coupes de bois donc, qui se fait donc, de manière clandestine, alors que ça aurait pu profiter donc, aux populations, ça veut dire que ça devrait être mieux organisé, mieux structuré, ce qui n'est pas le cas. Parce que pour une forêt, ce n'est pas mal. On peut toujours couper. Mais si vous coupez un arbre en plantant 10 ou 20 autres, je pense qu'on continue à entretenir et à penser aux générations futures. Autrement dit, on raisonne en termes de développement durable. Parlons de développement des infrastructures, c'est aussi un facteur, un pilier important du développement. Et justement, sur ce plan, est-ce qu'on peut dire maintenant que la région de la Casamance est aujourd'hui dotée en termes d'infrastructures pour permettre justement de faciliter son développement? Parce que les infrastructures qui devraient faciliter donc véritablement son développement, c'est surtout des usines. Autrement dit, toutes ces productions, donc, qui se font donc, de manière clandestine, alors que ça aurait pu profiter donc aux populations. Ça veut dire que ça devrait être mieux organisé, mieux structuré, ce qui n'est pas le cas. Parce que pour une forêt, ce n'est pas mal. Il faut continuer à penser aux générations futures. Autrement dit, ces
qui se font à ce niveau-là devraient pouvoir être transformés sur place et avant donc d'être envoyés donc dans les autres régions du pays ou même être exportés, ce qui n'est pas encore le cas. C'est vrai que l'intention est toujours là, mais ça ne suffit pas. Il faudrait faire un investissement lourd pour éviter de voir encore ces images-là avec beaucoup de fruits qui pourrissent. Il y a la matière. Ça pourrait être quand même récupéré. Voilà. Quelles sont maintenant les spécificités justement et les atouts de cette région? Oui, donc l'un des atouts majeurs, c'est d'abord ce qu'on appelle la forte pluviométrie, ce qui veut dire que la Casamance dispose de terres fertiles, ce qui fait que si vous regardez même le plan de relance du Sénégal, dans le cadre du PAP 2A, le Sénégal maintenant ne raisonne plus en termes d'autosuffisance en riz, mais d'autosuffisance alimentaire. Ce qui est très important. Et la Casamance pourrait jouer un rôle fondamental. Autrement dit, pourrait même constituer le grenier donc, du Sénégal. Donc cela veut dire que autant pour le riz, tout ce qui se fait au niveau de la baie du fleuve Sénégal est bien, mais on peut retrouver la même chose au niveau de la Casamance, avec aussi ces fortes pluies qu'on a ici, donc beaucoup de fruits, donc d'arbres qui pourraient encore pousser, ce qui veut dire que on n'a pas besoin vraiment d'importer du jus un peu partout. Tout ça devrait pouvoir être fait ici et effectivement être même exporté de la sous-région. Ok. Assez rapidement, l'élevage, par exemple. Et l'élevage pareil, et surtout le tourisme. Le tourisme parce que aussi. Vraiment, je pense que c'est la deuxième zone touristique du Sénégal. Et effectivement, avec sa verdure luxuriante, je pense que il faudrait penser simplement, ou en tout cas à renforcer davantage la sécurité. Depuis un certain temps, quand même, on a noté qu'effectivement, elle se renforce de plus en plus. Après, continuer à accorder des exonérations, à ceux qui voudraient s'installer là-bas. Ça va participer à créer des emplois, mais aussi à continuer à attirer donc, les touristes, parce que les gens quand même aimeraient bien visiter toujours donc, cette région qui attire de plus en plus de touristes. Alors docteur, une chose est peut-être de détecter donc, les forces, les atouts de la région, mais autre chose aussi est leur mise en cohérence. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont il faut peut-être amorcer les priorités pour que la relance s'opère avec beaucoup plus d'efficience? Parce que déjà, lorsque vous parlez de la Casamance, parce que ça c'est la région naturelle, hein, on pense à la région de Ziguinchor, la région de Kolda et la région de Sédhiou. Oui, et pour la clarté du propos d'ailleurs, il faudrait peut-être dire que la Casamance englobe donc les deux autres régions. Mais c'est suite à des réformes administratives simplement qu'on a découpé la Casamance en 3 régions, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Merci. Qui n'ont pas le même niveau de développement. Sûrement. Si vous regardez la dernière région qui est née là-bas, c'est la région de Sédhiou. Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Vous avez l'impression, si vous êtes vraiment dans la capitale régionale ou même départementale, d'être toujours dans un gros village, ce qui n'est pas le cas. Ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là en matière d'infrastructures. Voilà, qu'il s'agisse d'infrastructures hospitalières, routières ou encore même écolières universitaires. Parce que jusqu'à l'université Assane Seck qui a été créée depuis lors, jusqu'à présent, on voit qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont encore donc, en attente. Autrement dit, qui ont connu 3 ans, 4 ans, voire 5 ans de retard. Alors, parlons toujours de la mise en cohérence. Est-ce qu'il y a moyen d'amorcer une croissance inclusive? Parce que dans l'élément donc de Madou, on a vu que les ressources n'impactent pas peut-être les conditions de vie des populations. Est-ce que maintenant, avec cette nouvelle échelle de perception donc des ressources et des atouts de la région, il y a possibilité donc que cette croissance-là soit inclusive? Autrement dit, que des revenus soient accrus pour les populations elles-mêmes qu'elles s'y retrouvent. Oui, parce que déjà, pour ceux qui sont sur place et qui travaillent, donc tous ces gens-là, je pense que méritent ce qu'on appelle un encadrement. C'est ça. Voilà. Ceux qui sont dans la culture, dans l'élevage, dans le tourisme, etc. Donc, s'ils bénéficient d'un encadrement, s'ils bénéficient de financement, ça, surtout l'encadrement, participe beaucoup à améliorer la productivité. Et lorsque la productivité s'améliore, forcément,
en tant que travailleur, on pourra récolter les fruits donc dus au gain de productivité. Ça devrait se faire non seulement seul en Casamance, mais aussi partout au Sénégal. Voilà, parce qu'on sent que dans la plupart du temps, il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui sont extrêmement braves, mais malheureusement qui gagnent peu, parce que là où ils se trouvent, dans le secteur où ils se trouvent, jusqu'à présent, ça reste à être modernisé. Il faut les accompagner dans la modernisation, dans l'équipement. Voilà. Après maintenant, c'est la transformation des produits, ce qui leur permet en tout cas, tant soit peu, de gagner le maximum possible sur la chaîne de valeur. Mais qu'est-ce qui empêche justement de procéder à cela? C'est de la volonté politique. Les hommes politiques aiment tenir des discours pour convaincre, surtout lorsqu'on est en période électorale. Voilà, après, il y a un décalage vraiment entre le discours et les faits réels sur le terrain. Ça, c'est le propre des hommes politiques. Ils aiment discourir et puis bon, c'est limité à cette oui, parce qu'on constate au Sénégal, dans la plupart du temps, on a l'impression qu'ils veulent tout contrôler, tout sans exception. Voilà, l'exemple le plus potent qu'on peut vous donner, c'est actuellement la période, les inondations, encore même, la maladie, la Covid-19 qu'on est en train de vivre là. On voit que les autres politiques sont toujours devant. Alors que normalement, donc, si vous analysez les choses avec beaucoup d'objectivité, vous vous rendrez compte que les autorités sanitaires ne sont en réalité que des marionnettes. Alors que c'est devrait être en avant, demander, solliciter des moyens, les hommes politiques apportent les moyens, mettent les moyens à leur disposition et restent encore à l'attente pour leur permettre vraiment de pouvoir réaliser donc, des résultats satisfaisants. Alors maintenant, passons à une autre observation. Maintenant, la Casamance se réinjecte dans le tissu national. Tout ce qui se produit en Casamance peut peut-être d'abord bénéficier à l'ensemble national, mais en même temps aussi peut-être qu'il faut qu'on regarde s'il y a une cohérence dans l'approche pour que ce qui se produit en Casamance puisse être consommé dans le reste du pays, mais que, inversement également, que certaines productions du reste du pays puissent également pénétrer le marché du Sud. Oui, donc là, il va falloir surtout d'abord voir avec ce qu'on appelle les opérateurs économiques. Ensuite, ça dépend aussi de la demande locale. Parce que si certains produits ne sont pas très fortement demandés dans telle ou telle autre localité, ce n'est pas dit que même si vous l'amenez là-bas, vous pouvez vendre. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la plupart du temps, ce qui est produit en Casamance est fortement demandé dans le reste du pays, ce qui constitue un atout considérable. Voilà, mais la position géographique aussi de la Casamance, parce que quand même elle polarise le Banjul, elle polarise Bissau, elle polarise probablement même la Guinée-Conakry. Donc en réalité, si peut-être nous sommes stratèges dans le processus de relance économique, nous devrions peut-être au moins accentuer le positionnement de la Casamance pour ne serait-ce que avoir une influence gravitationnelle autour de cette région-là. Je l'ai intégré dans mes explications. C'est pourquoi d'ailleurs à chaque fois que je vous parle de la transformation et donc de la commercialisation, je dis que certes au niveau national, mais aussi au niveau donc, de la sous-région. De la sous-région. Donc vous l'entendiez un peu comme ça. Oui, parce que la Casamance pourrait même en même temps, si on relevait davantage le plateau technique, au niveau même des hôpitaux, également continuer à renforcer donc, les infrastructures universitaires. Je pense que ça pourrait être comme effectivement la capitale donc, de la sous-région. Mais voilà, la Casamance est très passionnante, elle est au cœur donc, de la relance économique, mais le sujet, on ne peut pas l'épuiser en 15 minutes. Et je rappelle que c'est une série. Voilà. Adama, donc c'est une série. Voilà. Très bien. Sur les ressources naturelles du Sénégal dans les différentes régions qui composent le pays, justement. Merci, merci également à votre invité, docteur Monsieur Gassama. Et nous sommes au regret de couper court la totale de ce dimanche, une édition spéciale que nous vous proposons ce soir sur les inondations. Comme vous le savez, le plan Orsec a été déclenché. Le ministre de l'Intérieur a effectué aujourd'hui, dimanche, donc, une visite auprès des familles touchées par les inondations. À noter également ces affrontements qui ont éclaté ce dimanche entre populations éprouvées par ces inondations et les forces de l'ordre à Keur-Massar et dans d'autres localités de la banlieue notamment. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite des programmes. L'édition spéciale sera présentée dans quelques instants par Khalifa Diakhaté et Alassane Samba Diop.